oui, de 64. Oui, 64. Mais monsieur, si vous allez faire attention, monsieur le bon. Coucou. Ça va? Avancez peut-être un petit peu pour permettre à tout le monde de s'asseoir, s'il vous plaît. Voilà. Serrez un peu les rangs. Voilà. Encore. Serrez encore un peu. Voilà. Je ne pense pas auprès des adultes. Peut-être l'ascension jusqu'au chapiteau, simplement. On a vu, oui, c'est Oui, oui, oui. il n'y a pas de micro, donc je vous demanderai d'observer le plus grand silence ici et également aux deux étapes qui vous attendent avant l'arrivée au chapiteau. Et alors, quand vous serez arrivé tout au-dessus au chapiteau, ça ne voudra pas dire que ce sera la récréation, parce que du fait que le dernier groupe est fort proche du chapiteau, il faudra vraiment attendre que les trois groupes soient arrivés en haut pour, je vais dire, faire du bruit. Donc, je vous remercie donc de respecter et notre comédienne et ce qu'elle va dire, parce qu'évidemment, elle va évoquer un fait de guerre et bien entendu, ce n'est pas comme si elle vous racontait une blague. Nous sommes ici pour commémorer les événements tragiques qui se sont passés le 20 août 1914 et qui nous sont connus par divers témoignages. Voici ce qu'ont raconté M. Maréchal, curé doyen, et M. Marquet, vicaire des Revets. Jeudi 20 août 1914, de bonne heure, des troupes berlinoises quittent la localité. Elles sont aussitôt remplacées par des troupes plus considérables, appartenant à des régiments saxons qui défilent sans discontinuer. Tout à coup, tandis que les gens de la section de Briscoll se multiplient gaiement pour donner aux troupes ce qu'elles exigent, quelques coups de feu se font entendre. Les Allemands prétendent qu'on tire sur eux. En un clin d'œil, c'est à va et vient indescriptible. On entend des cris divers, les hurlements des chefs, qui donnent ordre de tirer dans toutes les directions, soi-disant pour atteindre les francs-tireurs postés dans les bois voisins. Les habitants, épouvantés, fuient au plus vite. Les soldats tirent sur eux, même sur les femmes et sur les petits-enfants. Madame Saint-Viteux est blessée au bras. Madame Hector Collat est blessée à la cuisse. Sa petite fille, qu'elle portait dans ses bras, est blessée au talon. Mais ce n'est pas assez pour apaiser la furie de ces hommes déchaînés. Ils mettent le feu au village. Les maisons sont allumées les unes après les autres. Ces pauvres gens voient s'élever des gerbes de flammes où sont anéantis leur avoir et leurs souvenirs de famille. Les Allemands ne respectèrent que la chapelle et l'habitation contiguë. Plus tard, un groupe de soldats se rendit à Clair-Haye, où ils brûlèrent également 2 maisons. Les Allemands tuèrent quantité de têtes de bétail appartenant à ses propriétaires et détruisirent les belles et abondantes récoltes remisées dans leurs granges. Les familles ont surtout à déplorer plusieurs victimes. Au bruit de la fusillade, les habitants s'enfuirent dans les bois. D'autres, hélas, croyant se mettre à l'abri, se réfugièrent dans leurs caves.
Ce fut le cas de la famille Orban. Comme le feu faisait des progrès terribles, la mère et ses jeunes enfants eurent le courage de se sauver. On tira sur eux, mais ils ne furent pas atteints. Les autres membres de la famille et un ami, réfugiés chez eux, périrent atrocement dans les flammes. Voici leurs noms: Hubert Orban, Nestor Orban, Alexandre Mahouet. Clémentine Ponsard, réfugiée dans le grenier de sa maison, périt également dans la fournaise. Jules Lambert, greffier de la justice de paix d'Érezé, regagnait la maison paternelle lorsque les soldats le poursuivirent de coups de feu. Il tomba sur le sol, gravement atteint. Les soldats le transportèrent de là vers la chapelle, peut-être pour le déposer dans la seule maison que les flammes avaient respectée, chez Madame Compère, où on avait installé une ambulance et où les 2 femmes et l'enfant blessé étaient soignés. Qu'arriva-t-il ensuite? Toujours est-il qu'on retrouva des os calcinés dans les ruines fumantes de la maison du veuve Petit. Une autre victime fut Arthur Mahouet. Quand la troupe eut achevé son œuvre de destruction à Briscoles, elle se dirigea sur Érezé. Arrivés au chemin d'Aouez, des soldats crièrent aux habitants de la maison Mahouet « Haut les mains !» Le père, Arthur Mahouet, ayant les bras raidis par la paralysie, ne put faire le geste. Un soldat farouche le tua à bout portant d'un coup de feu dans la bouche. Il fut enterré, à la hâte, dans un champ d'avoine en face de sa maison. La guerre 14-18 fut une guerre de tranchées. Pendant plus de 3 ans, les armées alliées et allemandes se font face. Les soldats étaient protégés dans des tranchées, d'où ils ne sortaient que pour lancer l'assaut contre l'ennemi. Émile van der Hagen, un soldat de l'armée française, a bien connu une dame de Comblain, Armand d'Évrard, à laquelle il a laissé un carnet dans lequel il raconte les événements vécus dans ces tranchées. En voici un extrait. Le 20 novembre 1914, au soir, je vais me rendre compte de ce que c'est que la guerre et je vais avoir mon baptême du feu. Je passe dans un boyau où il y a au moins 1 mètre d'eau. Un obus tombe tout près et m'oblige à baisser fortement la tête. Résultat, je suis complètement trempé. C'est vrai que ça ne change guère, ce n'est qu'une petite habitude à prendre. La nuit est assez calme et au petit jour, malgré les recommandations de nos anciens, plusieurs de mes camarades veulent voir si les Boches sont loin. Leur curiosité leur coûte la vie, car ils sont tous touchés d'une balle en plein front. Je suis plus prudent et me contente de regarder par le créneau si ces sales Boches n'attaquent pas. La journée se passe bien, à part quelques émotions bien naturelles pour un débutant dans ce métier. Je commence à me faire à la vie de tranchée, mais mon organisme n'est pas habitué et je commence à tousser très sérieusement. Le 22 après-midi, un ordre passe dans la tranchée de se tenir prêt à attaquer. J'avoue qu'un léger frisson me passe dans le dos et je me demande mais comment je vais m'en tirer. Enfin, tout le monde autour de moi est tranquille. Certains camarades dictent leur dernière volonté au cas où il leur arriverait malheur. Pour mon compte, j'ai confiance et je ne fais rien de tout cela. L'heure approche. Plus que 5 minutes. Puis 4. 3. Enfin, l'ordre passe. Baïonnette au canon! Le silence se fait partout. Seul le canon gronde. Nous nous serrons tous la main. Qui, hélas, de nous, sont ceux qui ne reviendront pas? Plus qu'1 minute, et enfin le grand cri du capitaine. En avant! Tous, nous partons à l'assaut, par bond. La distance à parcourir est assez courte,
Mais malgré cela, les mitrailleuses Bosch font des ravages dans nos rangs. Je vois plusieurs de mes camarades tomber près de moi. Sont-ils blessés ou tués? Je n'en sais rien, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Les balles sifflent de tous les côtés. On dirait des abeilles qui bourdonnent à mes oreilles. Le canon gronde de plus en plus, mais tout se passe si rapidement. Je ne vois plus le danger. L'excitation produite par l'odeur de la poudre et par l'eau de vie prise avant le départ, j'avoue que je ne sais plus trop ce que je fais. Mon seul but est de tuer des Boches. Un moment, je crois que nous allons devoir en venir au terrible corps à corps. Enfin, les Boches reculent lentement et nous parvenons à prendre possession de leurs tranchées. Quel effort et quelle odeur! Ce n'est pas définissable. Je regarde un peu autour de moi et je m'aperçois que nombre de mes camarades manquent à l'appel. J'apprends plus tard que sur 200 de ma classe qui étions partis à l'attaque, nous restons à peine 50. Le reste tués ou blessés. Enfin, voici ma première attaque passée. J'en suis à me demander, mais comment j'ai pu passer à travers cet orage de mitraille sans avoir la moindre égratignure? Mais le soir, je me sens de plus en plus malade. J'ai de la fièvre, je remets et je n'arrête plus de tousser. Le lendemain, je ne peux plus y tenir et je vais voir le major qui me dit de revenir le voir plus tard. C'est comme ça qu'à ce moment, je ne tiens plus debout du tout et je suis évacué à l'hôpital de Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Merci. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Très bien. Alors, comme vous le savez certainement, beaucoup de personnes de nos régions ont vécu la guerre 14-18 en Allemagne. En effet, ils étaient déportés dans des camps où ils devaient travailler pour l'ennemi. L'un de ces prisonniers fut Ephrem Lamy, né tout près d'ici, à Grandmesnil, en 1896 et mort à Amoir en 1959. Ici, il nous raconte comment, avec plusieurs centaines de camarades, il a été emmené à Vielsalm pour embarquer dans un train à destination d'Altengrabov en Allemagne. Là, il resta jusqu'en 1917. Le ciel, ce jour-là, était plein d'azur et de lueurs rutilantes. Une couche épaisse de neige glaçait le sol et la brise piquante sifflait. C'était un rude jour de décembre. Tout transis et atterrés, les civils mâles âgés de 17 à 55 ans défilaient un à la revue. Les vainqueurs enlevaient arbitrairement les sans-travail et ils pensaient que le peuple belge serait assez lâche pour leur fournir des misérables qui travailleraient chez eux, dans leur pays déchu où il manquait des bras. Nous étions parqués dans la propriété de la Villa des Roses à Vielsalm, attendant le départ pour l'exil, mais beaucoup d'entre nous ne céderont pas. Nous tremblions de froid et d'émotion, courbés sous le sac à provisions lourd et pesant. La figure pâle, aux traits contractés, nous nous promenions, nous discutions, tapions du pied, échangions quelques paroles. Nos yeux promenaient des regards inquiets et tristes sur le paysage et cette plaine chérie que nous allions quitter et que peut-être certains d'entre nous ne reverraient plus jamais. Nous étions tirés de notre pénible méditation par les appels de ceux qui venaient nous faire leurs adieux. Alors c'était des étreintes folles et désespérées, de longs baisers coupés de sanglots, de paroles d'encouragement. C'était un père apportant du courage à son fils. C'était une épouse adorée, avec un bébé rose dans les bras, se suspendant au cou du père et venant puiser à ses lèvres
Un dernier baiser d'espoir et de consolation. C'était une sœur, au cœur d'or, consolant un frère dont le cœur était brisé. C'était une fiancée au sein palpitant, s'abandonnant avec un charme languissant. Il s'en présentait d'autres, échappant au regard. C'étaient des exilés déjà. Ceux-là ne pourraient obtenir le réconfort moral lors du rapatriement. Personne de leur famille n'était là pour recueillir leurs dernières pensées et leurs dernières émotions. Rien. Rien que des tableaux tragiques augmentant encore leur désespoir. Oh, cela pourrait montrer le point à la maudite destinée, mais la figure aux traits crispés, de longs soupirs soulevant leur poitrine, ils regardaient dans le vague la vision des êtres chers. Les adieux finirent enfin, et le triste cortège fut dirigé par la ville vers la gare, la foule poussant des rues, des fenêtres, des toits même, des clameurs de haine. Des milliers de bras agitaient des mouchoirs, des chapeaux, s'étendaient désespérément. Ce n'était plus que tes yeux remplis de larmes, de gros sanglots et des cœurs brisés. Les malheureux voyageurs que nous étions arrivèrent à la gare. L'embarquement dans les wagons s'effectua au milieu des clameurs. Après quelques heures d'attente, le convoi s'ébranla et partit. Il était 3h30. Alors, ce fut déchirant. Le hurlement de la foule fut terrible. Les déportés, fiers, pleins de courage, répondirent frénétiquement aux adieux. Mais quand ils virent disparaître leur pays natal dans le lointain, beaucoup d'entre eux s'affalèrent sur les banquettes et furent remplis de tristesse. Je vous invite maintenant à passer vers le chapiteau et à déguster un bon petit repas